Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur la chaîne du thé dans l'âtre. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je vous laisse vous munir de votre boisson chaude préférée et de vous installer confortablement. Détendez-vous, on va parler théâtre. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon avis sur le roman Lady Macbeth de Avaride, qui est une réécriture de la pièce de Shakespeare, mais du point de vue de Lady Macbeth. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel j'ai acheté le livre. Je l'ai acheté totalement par hasard. Je l'ai trouvé magnifique. Et j'étais avec ma sœur, on était en train de flâner en librairie comme on aime si bien le faire. Et je suis tombée sur ce livre et je me suis dit, tiens, une réécriture d'une de mes pièces préférées de Shakespeare, ça a l'air génial. J'ai commencé à lire le résumé, la quatrième de couverture, et là je me suis dit, je vois ce que ça va être. Ça va être en effet la pièce, mais vue du point de vue de Lady Macbeth. Alors c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on a très peu d'informations sur cette femme, sur sa jeunesse, sur son enfance. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. La seule chose qui m'avait un petit peu, à ce moment-là, freinée, j'avais peur que ça tombe dans l'écueil du bah, c'est une femme forte, donc de toute façon elle est forte parce que c'est une femme et puis c'est tout. Et voilà, et t'auras pas plus d'explications. Elle est badass, elle botte des fesses. Alors après, s'il y a des batailles épiques et tout, pourquoi pas. Et j'ai un peu hésité parce que j'achète très peu de livres neufs, mais c'est vrai que celui-là m'avait vraiment tapé dans l'œil, quoi. Et je l'avais trouvé vraiment magnifique. Donc, je me suis lancée. Il y a aussi le fait que je ne connais pas l'autrice. Je ne connais pas du tout Avaride, je n'ai lu aucun de ses livres. Et j'ai fait des petites recherches. À l'heure actuelle, selon le site Booknode, elle a écrit 6 livres, dont celui-là. Elle a écrit une saga en 2 tomes qui s'appelle Un passé englouti, qui a l'air d'être de la fantaisie. Elle a ensuite écrit un livre qui n'a pas encore été traduit, The Wolf and the Woodsman. Donc là, c'est de la fantaisie. Juniper and Thorn, où là, ça va parler de sorcières et de magie. Donc je me suis dit, tiens, on a un petit point commun avec notre Lady Macbeth. Elle a ensuite écrit une dystopie. Et c'est également une romance FF qui s'appelle Fable for the End of the World. Et son 6e livre, c'est Lady Macbeth, la réécriture donc de la pièce de Shakespeare. Et c'est le livre qui va nous intéresser dans cette vidéo aujourd'hui. Pour ce qui est de mon avis sur le livre, eh bien écoutez, il y a plusieurs choses qui m'ont énormément plu dans ma lecture. Tout d'abord, à commencer par la plume de l'autrice. J'ai été très agréablement surprise de découvrir une plume subtile, légère, facile à lire et en même temps extrêmement recherchée. Parce que son histoire donc se passe à l'époque médiévale, donc au XIe siècle, et Avaride a fait énormément attention aux langues. Elle a fait un gros travail de linguistique que l'on voit tout de suite au début du roman, où elle nous explique les noms qu'elle a donnés aux personnages, et notamment les noms de Lady Macbeth, qui s'appelle donc dans ce livre Rossille. Alors Rossille en langue bretonne, mais elle va également porter les noms de Rossellé, Rosalie ou Rossilia. Et elle explique dans ce petit paragraphe, dans le cadre de l'Écosse du XIe siècle, même de la Grande-Bretagne, la langue était malléable. On n'était pas sur une langue, je vais mettre des guillemets, rigide comme celle d'aujourd'hui. Un prénom pouvait se prononcer de différentes façons en fonction de la région dans laquelle vous veniez. C'est le cas donc de Lady Macbeth par exemple. C'est pour ça que tout au long du roman, elle n'a pas forcément le même prénom. Et elle expliquait que les institutions étaient alors précaires, les titres et les droits étaient contestés. Les divers noms de chaque personnage vont refléter les différents langages qui sont alors parlés. Elle explique même à la fin que oui, ça aurait simplifié le texte de mettre le même prénom à chaque fois, mais que l'histoire n'étant pas ce qu'elle est, elle ne voulait pas l'idée qu'il n'y ait qu'une seule culture ou une seule langue qui domine le monde. Donc elle voulait vraiment représenter toutes les cultures, en tout cas les cultures qui nous intéressent ici, c'est-à-dire la culture bretonne, on va dire, la culture de Grande-Bretagne, et plus particulièrement la culture écossaise. Culture écossaise qui va être dans ce livre assez rude, mais on va voir ça beaucoup plus tard. Pour ce qui est de l'écriture, je vais vous lire un tout petit passage, vraiment au début, pour que vous ayez une idée du style d'écriture de l'autrice. Levant la tête,
Elle regarde par la fenêtre du chariot. La nuit est tombée vite, dans une obscurité totale. Elle attend de voir comment on va s'adresser à elle. Les premiers jours du voyage, alors qu'il parcourait Breizh aux arbres d'un vert sombre, humide et tordu, elle était Dame Rossille, le nom qu'on lui a donné tant qu'elle se trouvait encore sur sa terre natale, jusqu'à atteindre la mer grise agitée. Ils ont effectué leur traversée sans encombre, son père, Barbe-Torte, ayant vaincu et repoussé les Norrois, qui menaçaient jadis la Manche. Les vagues caressant la coque étaient petites et compactes, telles des rouleaux de parchemin. Ils ont ainsi atteint les rivages de la Bretagne, avec un Y, une île barbare, médiocre et ravinée, qui sur les cartes évoque un lambeau de viande pourrie dont on a prélevé des bouchées ici et là. Quelqu'un d'autre a pris les rênes de l'attelage qui parle un saxon bizarre et lui donne un nom vaguement saxon. Lady Rosselet. Là, ça vous donne une petite idée de langage. En tout cas, vraiment, j'ai été séduite par la plume et ça m'a donné envie de lire d'autres de ses romans. La deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai trouvé vraiment bien traitée dans ce roman, c'est la personnalité de Rossille, de Lady Rossille, qui deviendra la future Lady Macbeth. On a, il faut le savoir, un roman assez sombre. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. On a une femme, une jeune fille, parce qu'elle a 17 ans, donc mariée de force à Macbeth, qui est alors Thane de Glamis. Elle va donc être amenée en Écosse de force pour l'épouser. Ça, c'est le début de notre histoire. On va beaucoup aborder le thème de l'exil, parce qu'on est sur une jeune fille qui quitte ses terres, les terres qu'elle aime, les terres sur lesquelles elle a grandi, qui sont des terres verdoyantes. Elle parle donc de ces terres de Bretagne comme des terres verdoyantes qu'elle a beaucoup aimées. Elle jouait dans la forêt. Et elle va arriver sur un récif sans végétation, ballotté par la mer, avec des pointes acérées, avec une mer agitée. Elle va rencontrer des Écossais pas forcément très aimables et extrêmement guerriers, presque barbares pour elle. Et nous, on va être embarqués donc dans sa tête et on va essayer de survivre à tout ça, parce qu'il s'agit de survie. Donc, c'est extrêmement intéressant de suivre les pensées du personnage et de voir sa faculté d'observation et comment elle arrive à observer son environnement et à se dire, tiens, de ce que j'observe, je peux en déduire ça. C'est vraiment intéressant et ça nous la rend extrêmement sympathique et on n'a pas envie qu'il lui arrive malheur. Le troisième point que j'ai beaucoup apprécié vis-à-vis de ce livre, c'est tout simplement les références à la pièce de Shakespeare. Il y a le titre, bien entendu, on sait de quoi on va parler. Il y a également le dramatis personae que vous retrouvez ici. C'est ce que vous retrouvez dans toutes les pièces de théâtre. Ça vous indique tout simplement la liste des personnages que vous allez rencontrer pendant votre lecture. Et là, au niveau des personnages, ils sont rangés par ordre géographique. Nous avons le royaume de France pour commencer avec, bien entendu, notre héroïne en premier. Vous avez également après le royaume d'Écosse et ensuite les personnages, je dirais entre guillemets, de moins d'importance ou en tout cas qui ont le moins de texte, voire pas du tout. Ça va être donc les suivants, les domestiques, les soldats, tous ceux qui gravitent autour des personnages. On va retrouver certains personnages de la pièce de Shakespeare comme notamment Lady Macbeth, également Banquo, Fléance, le roi Duncan, les lavandières qui représentent ici les trois sorcières. Et ensuite, tout simplement, l'autrice a choisi de séparer le livre en actes, ce qui est un beau clin d'œil à la pièce de Shakespeare. Autre chose concernant les clins d'œil faits à la pièce de Shakespeare, il y a l'utilisation du surnaturel. Shakespeare, en tout cas dans sa pièce Macbeth, fait intervenir le surnaturel. Il fait intervenir des sorcières, il fait également intervenir un fantôme. Mais la limite entre la superstition, la limite, pardon, entre le surnaturel et la folie est extrêmement floue chez Shakespeare. C'est-à-dire que quand le fantôme apparaît, alors je ne vous dirai pas pourquoi, je vous laisserai le découvrir dans la pièce, mais quand le fantôme apparaît dans la pièce, on a un doute sur est-ce que ce fantôme existe réellement ou est-ce que c'est Macbeth, sombrant dans la folie, qui le voit. Et pour cause, il est le seul à le voir. Donc, les esprits très cartésiens pourront se dire il est fou. Les esprits ayant envie de croire au fantôme pourront se dire non, le fantôme existe réellement. Et ça, c'est au choix de chacun. Les sorcières, c'est la même chose. Les sorcières, il faut savoir qu'à l'époque, une femme
qui vit seule dans la forêt et qui se soigne avec des herbes peut être considérée comme une sorcière. Elle n'en a pas pour autant le nez crochu, les verrues et des pouvoirs magiques. Elle est juste proche de la nature et se soigne avec les plantes qu'elle connaît à la perfection. Eh bien, les 3 sorcières de la pièce vivent dans la forêt et font des prophéties. Alors, oui, les prophéties se réalisent, c'est vrai. Mais on peut se dire, bah, c'est un coup de chance. Elles ont un petit don de voyance. Mais on ne met pas ces gros sabots dans la magie. C'est vraiment on flirte entre vraiment le surnaturel et la superstition. Eh bien, dans ce livre, en tout cas en ce qui concerne les lavandiers, on retrouve cette limite un peu floue entre la superstition et la magie. Et on le retrouve également avec le don de Lady Rossille, qui a le don si elle regarde donc les hommes, qui a le don de les rendre fous en les regardant. Eh bien, pendant un bon moment dans le récit, on se demande si c'est une superstition masculine ou si c'est un vrai pouvoir qu'elle a. Donc j'ai vraiment pas mal apprécié les références qui sont faites à la pièce de Shakespeare. Le 4e point, qui a vraiment rendu ma lecture encore plus intéressante, c'était justement le fait que Lady Macbeth s'ancre dans un monde réaliste. Alors moi, ce que j'appelle réaliste, c'est des mondes qui me font penser un petit peu presque à de la dark fantasy. Donc c'est un univers qui va s'ancrer dans de la réalité historique, là donc dans ce cas-là, l'Écosse du XIe siècle, où en plus de la langue, il va y avoir des détails sur les costumes et sur les coutumes, sur la culture, qui vont être extrêmement intéressants et qui vont rajouter de la crédibilité au roman. J'ai trouvé ça assez passionnant et le côté en effet le côté dark fantasy m'a vraiment intéressée. Alors, on n'y est pas totalement. Il se passe des choses assez dures dans ce livre, ça je tiens à vous prévenir. Si vous êtes plutôt, on va dire, si vous préférez des lectures de fantasy, mais vraiment de fantasy avec du merveilleux, là, on n'est pas dedans. On n'est pas dans le merveilleux. Du tout. On va vraiment être dans la limite de la dark fantasy et on va avoir des manifestations magiques, certes, mais les sujets vont être extrêmement durs, extrêmement sérieux. Lady Macbeth va passer des épreuves assez difficiles. Par exemple, il va y avoir des rapports conjugaux non consentis, de la torture. Donc on a ces choses-là dans ce livre, c'est à savoir. Et moi, en effet, c'est quelque chose, alors c'est très personnel, qui me rend le livre un peu plus mature. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là, et j'ai beaucoup aimé le fait que l'on soit plongé dans ce réalisme qui est propre également à la pièce de Shakespeare, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'était un très bon point pour moi. J'ai oublié aussi la géopolitique. Les royaumes sont respectés. On a tout le royaume de France, on a le royaume d'Écosse, on a le royaume d'Angleterre. Ça, c'est respecté aussi. Et je trouve que c'est extrêmement appréciable. Ça a été pour moi une lecture extrêmement agréable. J'ai vraiment tourné les pages assez vite. J'ai été prise dans ma lecture. Et ça a été vraiment passionnant. Ça a été passionnant jusqu'aux 3/4 du livre. Et pour mon avis sur la dernière partie du roman, je vais vous mettre une petite session spoiler. Il va m'être difficile de vous parler de la fin du roman sans vous raconter ce qui s'y passe. Donc si vous n'avez pas lu le livre, eh bien je vous encourage à vous rendre à la conclusion, donc vous aurez le timer juste là. Pour ceux que ça ne gêne pas d'être spoilés ou qui ont déjà lu le livre, nous sommes partis pour la dernière partie du livre. Quand j'y suis arrivée, donc pour moi ça correspond au moment où Lady Macbeth va voir les lavandières pour la dernière fois, je me suis aperçue qu'il restait très peu de pages. Et là je me suis dit, je sais pas comment l'autrice va faire pour, écrire tout ce qui reste à écrire en si peu de pages. Et en effet, ça sera un de mes points, j'ai trouvé la fin un peu bâclée. Vraiment bâclée même. Tous les points qui me paraissaient très positifs dans ma première partie de lecture, donc dans mes 3/4, les 3/4 du livre, se révèlent négatifs à la fin du livre. Le premier point, c'est la personnalité de Rossille, qui était un atout majeur lors des 3/4 du livre. Et bien en fait, à la fin, il s'avère que, hormis tuer Macbeth, on verra plus tard comment, elle n'accomplit rien du tout. C'est-à-dire que tous ses plans tombent à l'eau, tout ce qu'elle met en place foire lamentablement, et finalement, c'est même pas elle qui sauve la situation. Alors certes, elle tue Macbeth, mais enfin, c'est pas l'unique antagoniste, hein, il y en a bien d'autres. Elle se fait finalement, à la fin, sauver par Anna.
Donc tout ça, en fait, tous ces trois quarts du livre à nous montrer une femme forte, une femme volontaire, une femme stratège, incroyablement intelligente, qui a l'air en plus de n'avoir besoin de personne pour s'en sortir, bien qu'elle ait des doutes, ça j'ai aimé ça aussi, elle est pétrie par le doute, elle a des angoisses, donc ça la rend humaine. Ben, tout ça pour qu'à la fin, eh bien, ses plans tombent à l'eau et qu'à la fin, elle se fasse sauver par un homme, donc par le jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié, je vais pas vous mentir à la fin. Donc la personnalité de Rossi, bah, très bien développée, sauf que bah, à la fin, elle tombe comme un flanc, quoi, comme un soufflé, complètement. Le deuxième point, on en a parlé également en première partie, c'est la magie. Alors, autant elle était subtile dans la première partie, avec les lavandières, avec le pouvoir de Rossi, alors autant à la fin, on est là avec nos gros sabots, le pouvoir de Rossi, bah, effectivement, c'est un pouvoir magique. Il n'y a pas de subtilité, de superstition, c'est un pouvoir magique. Elle regarde Macbeth dans les yeux, elle le tue. Voilà, donc comme ça c'est fait. Et bah, le jeune homme dont elle est amoureuse se transforme en dragon. Voilà. Donc là, la magie, elle est là avec ses gros sabots, elle dit voilà, t'es dans un univers magique, et c'est comme ça, et on t'a pas prévenu avant, et voilà, pourquoi pas. En vérité, le dragon, pourquoi pas. Mais moi, ce qui va me gêner avec ce dragon, c'est ce qui va venir après. C'est la troisième partie. La prophétie des sorcières. Alors, la prophétie des sorcières, pour que vous puissiez bien comprendre cette partie, je vais devoir vous parler de la prophétie qui est reprise donc de la pièce originale. Cette prophétie, elle est en deux parties. Pour la première partie, les sorcières disent à Macbeth, qui est alors devenu roi, que tant que la forêt n'aura pas atteint la colline, il restera roi. Donc, Macbeth est extrêmement rassuré. Il se dit, bah, tiens, c'est pas près d'arriver, une forêt qui bouge, donc tout va bien se passer. Sauf que de l'autre côté, on a le fils de Banquo, Fléance, et Macduff, qui organisent la rébellion et qui veulent faire tomber le dictateur, faire tomber Macbeth. Ils s'organisent donc une armée, sauf que cette armée doit atteindre les remparts sans se faire repérer. Eh bien, la seule façon de faire, c'est d'arracher des branches d'arbres et de se camoufler. Et en se camouflant, ils avancent comme ça vers les remparts. Et là, vous avez cette image de Macbeth qui les aperçoit du haut de ses remparts, qui aperçoit la forêt bouger et arriver jusqu'à lui. Et ce passage est extrêmement beau, je trouve, parce que Macbeth était déjà un peu en train de sombrer dans la folie et on voit qu'il sombre encore plus. Il voit la prophétie en train de se réaliser, il voit ce qui va se passer. Mais il reste rassuré par la deuxième partie, mais la première partie est déjà en train de se passer. Comment ça a été géré dans Lady Macbeth? Eh bien, le dragon, donc ce fameux dragon qui a dormi dans la forêt, eh bien, vient à son secours. Et en fait, eh bien, ce dragon, en dormant dans la forêt, a arraché des branches et de la mousse. Voilà, ouais. Ça m'a pas convaincu, je vais pas vous mentir. Maintenant, la deuxième partie de la prophétie. La deuxième partie de la prophétie disait ceci. Disait à Macbeth, tu ne seras pas tué par un homme né d'une femme. Alors ça, c'est intéressant. On est dans l'Écosse au XIe siècle. Un homme qui n'est pas né d'une femme, ça n'existe pas. C'est ce que se dit Macbeth. Donc, en voyant la forêt arriver jusqu'à lui et la première partie de la prophétie se réaliser, il se dit, la deuxième partie n'est pas réalisée, c'est impossible. Aucun homme sur cette terre n'est pas né d'une femme. À ce moment-là, Macduff arrive. Il arrive à franchir les remparts. Il arrive en face de Macbeth. Macbeth qui a vu la première partie de la prophétie se réaliser, mais qui est persuadé qu'un homme qui n'est pas né d'une femme, ça n'existe pas, s'engage un combat singulier avec Macbeth. Le combat est épique. Macbeth donne ses dernières forces. Il a été extrêmement affaibli par tout ce qui s'est passé, par la prophétie en train de se réaliser, par la mort de sa femme qui s'est jetée du haut des remparts de culpabilité par ce qu'elle avait fait. Il dit à Macduff, tu ne me tueras jamais pour la simple et bonne raison que les sorcières m'ont donné cette prophétie-là. Et là, Macduff le regarde dans les yeux et lui dit, eh bien, sache, Macbeth, que je suis né par césarienne et avant terme. Et là, en entendant ceci, Macbeth sait qu'il a perdu. Macbeth sait que tout espoir est terminé. Macbeth a perdu son royaume, il a perdu sa femme, il a tout perdu. Et plus aucun espoir n'est possible.
C'est beau, c'est trop beau. Voilà, donc si on se met à la place de Macbeth, mais c'est incroyable. Il y a de la tension, il y a de l'épique, il y a des combats. Dans Lady Macbeth, Lady Rossille prend les pouvoirs des lavandières, avec leur accord bien entendu, va voir Macbeth et le regarde dans les yeux et Macbeth meurt. Et oui, parce que Lady Macbeth est une femme, vous comprenez, donc voilà. Nous n'avons pas la folie de Macbeth, ça n'est absolument jamais abordé dans cet ouvrage. Macbeth est juste un gros bourrin, assez intelligent quand même. Ça, il faut le reconnaître que voilà, qui a ses subtilités, qui est intelligent, mais alors pour ce qui est de la construction de personnage au niveau du repentir, de la culpabilité et de la folie, ça passe à la trappe. Je trouve ça dommage et j'ajouterais un moins concernant la prophétie des lavandières, de la façon dont cela a été traité. On arrive donc à la fin du spoil. Pour conclure, je pense que la vraie question à se poser, c'est est-ce que Lady Macbeth est une bonne réécriture de la pièce de Shakespeare? En ça, je dirais que les trois quarts du livre, oui. La fin, absolument pas. Voilà. Moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est vous encourager à découvrir cet ouvrage, ne serait-ce que pour faire une première découverte avant de lire Macbeth de Shakespeare. Je trouve que ça peut être un très bon moyen de se mettre dans le bain, de se familiariser avec les noms, de se familiariser avec l'histoire, on va dire, parce que l'histoire est assez différente aussi, hein. Mais au moins, vous vous familiariserez avec les personnages, vous vous familiariserez avec le contexte. Ça vous permettra, je pense, de pas mieux apprécier, mais en tout cas de vous donner l'élan qu'il vous faut pour découvrir la pièce de Macbeth. Moi, c'est tout ce que je pourrais dire. En tout cas, personnellement, cette lecture a été passionnante pendant les trois quarts et très ennuyante le dernier quart, voire un peu énervante, voire très décevant à la fin. Il ne me reste plus bien qu'à conclure cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Si jamais vous avez lu le livre Lady Macbeth, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez que l'on discute de la pièce de Shakespeare, ou en tout cas si vous avez des réticences pour le lire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire également et je serai ravie d'en discuter avec vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous salue bien bas et je vous dis ciao!